Bien, sachez d'abord que c'est un grand plaisir de vous revoir. L'année dernière, à cette époque-là, je passais des moments assez difficiles, donc c'est un grand plaisir de vous retrouver un an après. Aujourd'hui, merci Monsieur El Azraq d'abord pour les paroles d'accueil que vous avez faites pour moi. Et je vous avais proposé ce thème qui sont les stratégies thérapeutiques dans le diabète de type 2. On va essayer surtout d'insister, plus que de donner des recettes de cuisine, plutôt d'insister sur le rationnel et sur la compréhension de ces stratégies thérapeutiques dans le diabète de type 2. La première chose, tout d'abord, les buts du traitement. Les buts du traitement, si on les regarde clairement, il y en a 4, que j'ai appelé ici le quatuor de mauvais augure. Ce quatuor de mauvais augure est constitué d'abord par l'hyperglycémie soutenue, que l'on appelle aussi l'hyperglycémie ambiante, qui est la cause en grande partie des complications cardiovasculaires du diabète sucré, la variabilité glycémique, qui est un peu moins connue, mais qui joue également un rôle dans l'équilibre des diabétiques, les excursions glycémiques postprandiales, et ensuite le risque d'hypoglycémie, en sachant que ces 4 composantes du quatuor maléfique du diabète sucré peuvent être liées entre elles. En particulier, je vous montrerai que l'hypervariabilité glycémique peut être la cause d'hypoglycémie. Donc il y a des relations entre elles. Les hyperglycémies postprandiales sont une composante de l'hyperglycémie ambiante qui est constituée par l'hyperglycémie basale et l'hyperglycémie postprandiale. Donc c'est ça que nous allons aborder en regardant... Ah, j'ai fait une bêtise, il y a tellement de boutons. Ça y est, nous y sommes. Tout d'abord, les buts. Alors les buts, si on se réfère à ce quatuor maléfique, il y en a 4. Il y en a un d'abord qui est hyper connu, c'est l'hémoglobine glyquée. Il faut, d'après toutes les recommandations internationales, qu'elle soit inférieure à 7%. En dessous, vous avez la variabilité glycémique en vert. Je vous ai mis le chiffre de 36%. On va voir ce que ça veut dire. C'est un chiffre qui a été défini en partie, et même en grande partie, à partir des travaux que j'ai faits avec mes collaborateurs. Et c'est un chiffre qui est devenu une recommandation internationale publiée par le consensus américain il y a 2 ans dans la revue Diabetes Care. En rose, tout à fait en haut et à droite, vous avez les critères de l'hyperglycémie postprandiale, qui ne sont pas les mêmes en fonction des sociétés. Si vous prenez une société comme l'Association américaine du diabète, il ne faut pas dépasser, en période postprandiale, 1,80 g par litre. Pour l'IDF, pour la Fédération internationale du diabète, c'est 1,60 g par litre. Et puis ensuite, tout à fait en bas et à droite, vous avez en vert les seuils d'hypoglycémie. De manière classique, sur le plasma veineux, on considère qu'un diabétique est en hypoglycémie lorsque sa glycémie veineuse est inférieure à 0,70 g par litre, mais on considère qu'il y a une hypoglycémie sévère qui nécessite une compensation immédiate quand le taux est inférieur à 0,54 g par litre. Donc ce sont aujourd'hui les définitions officielles de l'hypoglycémie. Donc autant que possible, dans le diabète sucré, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir contrôler ces 4 éléments. Juste pour revenir sur la variabilité glycémique et sur le coefficient de variation du glucose, comment ce coefficient est-il calculé? Il est calculé en général à partir d'un enregistrement glycémique continu, dont je vous ai représenté ici un schéma théorique. En jaune, vous avez ce qu'on appelle la déviation standard. Le coefficient de variation du glucose, c'est tout simplement le rapport de la déviation. Alors je vais essayer quelque chose que je n'ai pas encore testé. C'est le rapport de la déviation standard divisé par la moyenne glycémique. C'est ça qu'on appelle le coefficient de variation du glucose et qui normalement doit être inférieur à 36%. Alors sur quoi baser les objectifs thérapeutiques du diabète sucré? D'abord sur la médecine fondée sur les preuves. Alors je ne vais pas vous prendre toutes les études qui démontrent que l'hyperglycémie ambiante est une cause de complications vasculaires, en particulier microscopiques. Je vous donne tout simplement le résumé de la chose, c'est-à-dire que lorsqu'on est en hyperglycémie chronique,
À ce moment-là, il y a un excès de glycation de toutes les membranes, et en particulier des membranes vasculaires. Et cet excès de glycation, ouh là là, attendez, il y a des problèmes qui se passent, parce que j'ai appuyé, j'aime pas du tout ça, ça y est. À ce moment-là, il y a tout simplement les complications vasculaires qui sont la conséquence de cette hyperglycation. Le deuxième but du diabète sucré, c'est d'éviter les hypoglycémies. Alors, il y a toute une discussion autour des hypoglycémies. Il y en a certains qui disent qu'elles sont dangereuses, d'autres qu'elles le sont moins. Moi, je considère personnellement que les hypoglycémies, quand elles surviennent chez les diabétiques, sont dangereuses. Je vous montre uniquement cette diapositive qui a été publiée il y a quelques semaines dans Diabetes Care et qui démontre la chose suivante, c'est qu'il y a une augmentation des événements cardiovasculaires, chez les sujets qui ont fait des hypoglycémies dans les 3 mois qui ont précédé l'accident cardiovasculaire. Donc il y a une augmentation importante de ces accidents quand on fait des hypoglycémies. Et vous avez toute une série d'études actuellement qui démontrent que l'hypoglycémie est quand même dangereuse pour les diabétiques, que ce soit les diabétiques de type 1 ou les diabétiques de type 2. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une relation entre la variabilité glycémique, c'est-à-dire les fluctuations de la glycémie entre les pics et les nadirs, qu'il y a une relation entre cette variabilité glycémique et le risque d'hypoglycémie. Sur cette diapositive, je vous montre tout simplement ce qui se passe quand vous êtes un diabétique traité par antidiabétiques oraux, avec un risque d'hypoglycémie qui, vous le voyez, est à peu près de 1 fois tous les mois. Quand on est un diabétique de type 2 traité par l'insuline, on a une variabilité glycémique plus forte et on a un risque d'hypoglycémie à peu près 1 fois par semaine. Et quand on est un diabétique de type 1 insuliné, vous voyez que la variabilité glycémique est encore plus forte et que le risque d'hypoglycémie, le nombre d'hypoglycémies est à peu près de 1 hypoglycémie tous les 2 jours, en sachant que ces hypoglycémies concernent à la fois les hypoglycémies symptomatiques et non symptomatiques, c'est-à-dire celles qui sont enregistrées par l'enregistrement glycémique continu. Donc vous voyez qu'il y a une relation sur cette courbe rouge entre la variabilité glycémique et les hypoglycémies. Alors traiter le diabète sucré en se basant d'abord sur la physiopathologie du diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est le triumvirat des coupables qui a été défini il y a déjà plus d'une vingtaine d'années par un Américain qui s'appelle De Fronzo, et dans lequel il y a la cellule bêta qui sécrète l'insuline, le muscle qui utilise le glucose et le foie qui produit du glucose. Alors sur ce schéma, vous avez les points d'impact des différentes thérapeutiques qui permettent de contrôler la glycémie dans le diabète sucré de type 2. Alors la première chose, vous voyez qu'en haut, il y a le pancréas qui sécrète bien sûr de l'insuline. Alors tout d'abord, le contrôle de la glycémie est la résultante de 2 flux. Un flux de glucose d'entrée, qui est un flux hépatique, et un flux de glucose sortant, excusez-moi, mais j'ai de la peine à cibler, un flux de glucose sortant, qui est tout simplement l'utilisation du glucose au niveau des tissus périphériques. Pour que la glycémie se maintienne à la normale, il faut évidemment que le flux d'entrée et le flux de sortie soient équivalents. Or, plusieurs choses interviennent sur ces flux. Tout d'abord, l'insuline qui ouvre le robinet de sortie, c'est-à-dire qui facilite l'utilisation du glucose, et l'insuline qui freine le robinet d'entrée, c'est-à-dire la production hépatique de glucose. Les médicaments qui agissent là-dessus, c'est tout d'abord les insulinosécrétagogues, bien sûr. Alors, parmi les insulinosécrétagogues, vous avez les sulfonylurées, qui sont de vieux médicaments. Vous avez des médicaments plus modernes, qui sont tous les médicaments qui passent par la voie des incrétines, c'est-à-dire les inhibiteurs de la DPP4 et les agonistes des récepteurs du GLP1. Ça, ce sont des médicaments qui stimulent l'insulinosécrétion. Vous avez ensuite les médicaments qui agissent directement sur le récepteur de l'insuline, que j'ai représenté ici par les petites cupules vertes. Ces médicaments s'appellent des insulinosensibilisateurs. Parmi ces insulinosensibilisateurs, il y a la metformine, la vieille metformine qui date des années 56, et puis les thiazolidines d'iode qui ont pratiquement disparu aujourd'hui. Puis après, vous avez d'autres médicaments
qui sont les médicaments qui agissent sur l'absorption intestinale du glucose. Ce sont les inhibiteurs des alpha-glucosidases, les produits comme le glucor, la carbose, etc., dont on ne parle pratiquement plus. Et puis ensuite, les médicaments modernes, qui sont les inhibiteurs du SGLT2 ou des DSGLT, qui sont des médicaments qui entraînent tout simplement une diurèse glucosée et qui agit sur la glycémie en augmentant la glycosurie. Donc là, vous avez le panel complet de toutes les médications qui agissent sur l'équilibre glycémique, avec en plus, bien sûr, l'insuline elle-même, l'insuline injectable. Alors, parmi ces médicaments, il y a des petites différences. Il y en a qui agissent sur les insulinosécrétagogues, ce sont des médicaments qui agissent sur la glycémie à jeun, qui agissent aussi sur la glycémie postprandiale. Vous voyez qu'il y a quelques petites différences. Les sulfonylurées agissent surtout sur la glycémie à jeun. Les produits qui agissent par la voie des incrétines, les gliptines et les analogues du GLP-1 agissent moitié-moitié sur la glycémie à jeun et sur la glycémie postprandiale. Si on regarde maintenant dans la partie de droite, les sulfonylurées et les glinides ont le gros inconvénient de pouvoir donner des hypoglycémies, ce qui représente un inconvénient en termes de thérapeutique du diabète de type 2. Par contre, vous voyez que tous les autres médicaments, quels qu'ils soient, ne donnent pas d'hypoglycémie. Donc c'est un avantage énorme avec les inhibiteurs de la DPP4, avec les gliptines. C'est un avantage énorme avec les agonistes du GLP-1. Les insulinosensibilisateurs qui sont en dessous ne donnent pas d'hypoglycémie. Ils agissent surtout sur l'hyperglycémie basale. Les inhibiteurs du SGLT2 sont surtout des médicaments de l'hyperglycémie basale et ils ont également cet avantage de ne pas donner d'hypoglycémie. Alors je laisse les inhibiteurs des alpha-glucosidases en dessous pour mémoire parce qu'ils ne sont pratiquement plus utilisés. Parmi ces médicaments, ils n'ont pas tous la même efficacité. Les vieux sont grossièrement les plus efficaces et restent les plus efficaces sur l'hémoglobine glyquée. Ils sont représentés ici en rouge, ce sont la metformine et les sulfonylurées. Chute de l'hémoglobine glyquée à peu près de 1,5%. Et puis après, vous voyez que les médicaments nouveaux, c'est moins efficace. C'est à peu près de l'ordre de 1%, ils sont représentés en vert ici, que ce soit les inhibiteurs de la DPP4, les inhibiteurs du SGLT2 ou les agonistes du GLP-1, c'est à peu près 1% de chute sur l'hémoglobine glyquée. Donc les vieux médicaments restent encore les plus efficaces. Alors on va s'intéresser surtout à deux classes de médicaments, les deux les plus récents, c'est-à-dire les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes des récepteurs du GLP-1. Si on regarde les inhibiteurs du SGLT2, ils agissent, je vous l'ai dit, sur le rein en augmentant la glycosurie. Alors, quelques petites notions là-dessus. Il faut regarder d'abord la partie de gauche. Il faudrait que j'y arrive, ça y est. Sur la partie de gauche, vous savez qu'un sujet normal n'a pas de glycosurie. Et un sujet normal n'a pas de glycosurie, ceci c'est un néphron, parce que tout simplement la filtration glomérulaire au niveau du glomérule, ou plutôt la réabsorption tubulaire du glucose au niveau du tubule proximal, est égale à la filtration. Dans la mesure où la filtration et la réabsorption sont identiques, il n'y a pas, bien sûr, de glycosurie chez un sujet normal. Quand vous donnez un inhibiteur du SGLT2, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez la réabsorption tubulaire du glucose. La réabsorption tubulaire du glucose devient inférieure à la filtration. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, obligatoirement, il y a une glycosurie. Et cette glycosurie peut atteindre à peu près 50 grammes par jour, 50 grammes par jour de glucose qui sont excrétés et qui expliquent par conséquent que ces médicaments soient hypoglycémiants. Les inhibiteurs du SGLT2, le premier qui a été commercialisé, il est tout à fait en haut, c'est l'exénatide, c'est-à-dire le Byetta. Inconvénient, il avait une durée de vie courte et il fallait faire au moins 2 injections par jour. En dessous, il y a un autre produit qui ne présente pas un intérêt majeur, qui est le Lixizénatide, qui n'est pas commercialisé en France, je suppose qu'il ne l'est pas chez vous non plus, et qui ressemble étrangement au Byetta, et qui a d'ailleurs une
composition chimique est à peu près identique. En dessous, vous avez les agonistes des récepteurs du GLP-1 à durée longue, c'est-à-dire qui agissent au moins sur une journée et éventuellement qui agissent sur une semaine. Parmi ces médicaments, alors ces médicaments, je vous le dis d'emblée, ils agissent plus sur la glycémie basale que sur la glycémie postprandiale, alors que ceux qui sont en rouge en haut sont plutôt des médicaments de la glycémie postprandiale que de la glycémie basale. Alors, parmi ceux qui sont en bas, vous avez le liraglutide ou Victoza, dont la durée d'action est à peu près de 24 heures. Et puis en dessous, vous avez ceux qui agissent sur une semaine. Alors, parmi ceux qui agissent sur une semaine, vous avez le Trulicity, qui est le dulaglutide, qui est un produit injectable, bien sûr. Et vous avez ensuite, vous allez avoir, il n'est pas encore commercialisé en France, le sémaglutide, qui s'appellera Ozempic, ou quelque chose dans ce genre-là, et qui sont des médicaments qui durent une semaine, dont c'est avantageux pour le malade, parce qu'il se fait une injection une fois par semaine, alors qu'avec le Victoza, il faut faire une injection tous les jours. Parmi ces médicaments que je vous ai cités, eh bien, les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont intéressants parce que ce sont les seuls, à ce jour, qui ont montré un bénéfice en termes de prévention cardiovasculaire. Je vous ai mis là-dessus toute une série d'études. Alors, vous voyez ici, par exemple, qu'avec les médicaments, les inhibiteurs... Excusez-moi, j'ai un problème avec ce... Ah, d'abord. Il faut revenir en arrière. Avec les médicaments, les inhibiteurs des DPP4, je vous ai mis les études, vous voyez que ça ne fait rien du tout en termes de prévention des complications cardiovasculaires. Les produits et les médicaments qui donnent des résultats positifs en termes de prévention des complications cardiovasculaires, ce sont tout d'abord, en bas, les inhibiteurs du SGLT2. Alors, je vous ai mis en particulier là-dedans une étude qui s'appelle, tous sont concernés. La première étude qui a été faite, c'est l'étude avec l'empagliflozine qui s'appelle l'étude EMPAREG. Vous avez ensuite l'étude Crédence qui est récente et qui est une étude qui montre que ce type de médicament prévient les complications rénales du diabète sucré. Et puis au-dessus, vous avez les agonistes des récepteurs du GLP-1. Alors vous avez toute une série d'études, LEADER, SUSTAIN 6, et la dernière qui vient d'être publiée il y a exactement 3 ou 4 jours au congrès de l'Association américaine du diabète, c'est l'étude REWIND avec le dulaglutide qui montre une prévention des complications cardiovasculaires avec ces types de médicaments. Moralité de l'histoire, c'est que lorsque vous êtes en train de vouloir traiter un diabète de type 2, vous commencez toujours par la metformine, ça tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et la deuxième étape, si le sujet a une maladie cardiovasculaire avérée, il vaut mieux choisir évidemment les médicaments qui ont montré une action positive en termes de prévention, c'est-à-dire les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes des récepteurs du GLP-1. Par contre, s'il n'y a pas de maladie cardiovasculaire avérée, vous pouvez à la limite choisir n'importe quoi, les sulfonylurées, les agonistes des récepteurs du GLP-1, les inhibiteurs du SGLT2, les thiazolidines d'iode, vous avez un choix qui est ouvert. Alors, les stratégies thérapeutiques recommandées dans le diabète de type 2, sur ce schéma que vous allez revoir plusieurs fois, la première thérapeutique, c'est la metformine, bien sûr. D'abord, les mesures diététiques, la metformine. Vous savez que la metformine, au bout d'un certain temps, est un échec. Quand on est un échec de la metformine, il faut soit mettre un nouvel antidiabétique oral, soit prescrire un analogue du GLP-1. Mais ces médications, à leur tour, peuvent être un échec. Échec des antidiabétiques oraux, échec des analogues du GLP-1. À ce moment-là, le choix thérapeutique, c'est entre l'insuline basale et un analogue du GLP-1. Et ces médications, à leur tour, peuvent être un échec. Et quand vous avez un échec, vous avez le choix soit entre une association analogue du GLP-1 et insuline basale, soit une insulothérapie de type basal-bolus, dite insulothérapie intensifiée. La physiologie du diabète sucré nous apprend que le diabète est une maladie dans laquelle il y a une dégradation progressive de l'insulosécrétion,
Donc ça veut dire qu'il va falloir réactualiser la thérapeutique de temps en temps. La physiologie nous apprend également que l'une des choses qui se dégrade en premier quand on découvre un diabète sucré, c'est la production hépatique du glucose qui s'emballe. C'est la courbe qui est en rouge. Là, nous sommes au diagnostic. Donc c'est la production hépatique du glucose qui s'emballe. Or, la metformine est un médicament excellent pour contrecarrer l'hyperproduction hépatique de glucose. C'est pour ça que la metformine est le médicament de première ligne dans le diabète sucré. Il n'est pas cher et en plus, il est efficace sur la production hépatique du glucose. Alors ça, c'est le schéma américain de la décision thérapeutique dans le diabète sucré de type 2 qui a été publié et révisé au mois de janvier 2019 par l'American Diabetes Association et l'Association européenne du diabète. Alors, vous retrouvez ici ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que si le sujet a des complications, metformine en premier d'abord, vous retrouvez, si le sujet a des complications cardiovasculaires, le choix c'est entre inhibiteur du SGLT2 et agoniste des récepteurs du GLP1. Si vous n'avez pas de complications vasculaires, vous avez plusieurs possibilités. Soit il y a un risque d'hypoglycémie, et à ce moment-là, vous allez choisir des médicaments qui n'entraînent pas de risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire les inhibiteurs de la DPP4, les agonistes des récepteurs du GLP1, les inhibiteurs du SGLT2, soit éventuellement les thiazolidinediones dans les pays où ces médicaments sont encore commercialisés. S'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie, à ce moment-là, vous pouvez choisir les sulfonylurées ou les thiazolidinediones. Donc vous voyez que les sulfonylurées sont un petit peu en retrait dans cette affaire-là. Alors les sulfonylurées, pourquoi elles sont encore beaucoup prescrites, même aux États-Unis, en deuxième intention? Parce que c'est un produit qui est pas cher du tout, et actuellement, aux États-Unis encore, 45% des malades diabétiques de type 2 reçoivent en deuxième intention des sulfonylurées. Donc les sulfonylurées, contrairement à ce que certains disent, elles ne sont pas encore mortes. Ensuite, vous avez les traitements de troisième ligne. Je ne vais pas les détailler ici. Les médicaments de dernière ligne, c'est en général l'insulinothérapie basale ou l'insulinothérapie de type basal-bolus. Alors, quand on traite un diabète sucré, je vais vous donner un petit peu ma propre vision des choses. À toutes les étapes, il faut essayer de se poser la question, est-ce que je prescris un insulinosensibilisateur ou un insulinosécrétagogue? Est-ce que je prescris un médicament de la glycémie postprandiale ou est-ce que je prescris un médicament de l'hyperglycémie basale? Quand vous voulez traiter un diabète sucré, je vous ai mis ici l'hyperglycémie d'un sujet. Il y a d'abord une hyperglycémie, il y a d'abord une exposition chronique au glucose qui est incontournable, qui est la partie que je vous ai mis en rose. La partie qui est contournable, par contre, c'est tout ce qui est au-dessus, l'hyperglycémie basale qui est en vert et les montées glycémiques postprandiales qui sont en jaune. Et quand vous voulez traiter un diabète sucré, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez essentiellement à réduire l'hyperglycémie basale, à réduire les excursions glycémiques postprandiales qui sont en jaune, et vous cherchez surtout à ne pas toucher la zone qui est en rose, parce que si vous touchez la zone qui est en rose, ça veut dire que vous allez mettre votre sujet à certains moments en hypoglycémie. Pour arriver à tout ça, le choix des traitements doit se faire en pratique avec 4 paramètres. Les 4 paramètres, c'est l'hémoglobine glyquée, c'est ensuite le poids, le risque d'hypoglycémie avec sa composante, la variabilité glycémique, et bien sûr le risque cardiovasculaire. Alors tout d'abord, le problème de la contribution de la glycémie basale et postprandiale. Je vous représente ce schéma que j'ai déjà présenté X fois. Les contributions de la glycémie postprandiale et basale à l'hyperglycémie basale varient en fonction du taux de l'hémoglobine glyquée. Quand vous avez un diabétique qui a une hémoglobine glyquée qui est relativement basse, c'est-à-dire, j'allais dire, inférieure à 8%, c'est l'hyperglycémie basale, l'hyperglycémie postprandiale, colonne jaune, qui prédomine par rapport à l'hyperglycémie basale. Quand vous êtes au-dessus de 8%, c'est au contraire l'hyperglycémie basale, colonne en vert, qui prédomine par rapport à l'hyperglycémie postprandiale.
Donc vous pouvez savoir chez un diabétique si c'est l'hyperglycémie postprandiale ou basale qui prédomine en fonction de son taux d'hémoglobine glyquée. Si vous avez un taux d'hémoglobine glyquée qui est élevé, vous choisirez plutôt des médicaments de l'hyperglycémie basale. Si vous avez une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 8%, vous choisirez plutôt des médicaments de l'hyperglycémie postprandiale. Autre élément important, là je vous ai mis une courbe d'hyperglycémie, un profil glycémique chez un diabétique de type 2. Alors il y a une chose d'abord qui est fondamentale, c'est que le pic hyperglycémique chez ces sujets-là se situe en général toujours dans la période qui suit le petit déjeuner. Un diabétique de type 2 traité par antidiabétiques oraux, c'est en général vers 8h30, 9h du matin, bien sûr, ça dépend de l'horaire du petit déjeuner, c'est à ce moment-là qu'il est le plus hyperglycémique. Au contraire, il est à son minimum de glycémie en général dans la nuit et en fin d'après-midi. Ça veut dire que si vous voulez éviter les hypoglycémies, il faut regarder cette glycémie de fin d'après-midi qui doit rester relativement haute. C'est une glycémie de sécurité. Et en plus, cette glycémie de fin d'après-midi vous donne un autre renseignement. Quand elle est égale à 8 millimoles par litre, elle correspond à peu près à 8% d'hémoglobine glyquée. Donc ce 8 millimoles est important, 8%, 8 millimoles, c'est la séparation, je vous le rappelle, entre l'hyperglycémie basale et l'hyperglycémie postprandiale. Alors comment conduire le traitement? Cette diapositive, je vous la remontre, nous sommes en échec de la metformine. Nous sommes ici. Nous avons le choix entre d'autres antidiabétiques oraux que l'on va rajouter ou de rajouter un analogue du GLP-1. La stratégie thérapeutique, elle est comme ceci, enfin tout au moins pour moi. On regarde le poids. On regarde le poids. S'il est élevé, on choisit plutôt des médicaments qui ne font pas prendre du poids et que vous avez en vert en bas, c'est-à-dire les inhibiteurs de la DPP4, les inhibiteurs du SGLT2 ou les analogues du GLP-1. Si au contraire le poids est normal, vous pouvez choisir les sulfonylurées. Si le profil glycémique de fin d'après-midi montre une glycémie qui est supérieure à 8 millimoles par litre, c'est-à-dire en d'autres termes une hémoglobine glyquée supérieure à 8%, vous voyez que j'ai mis les deux chiffres en dessous, à ce moment-là, il faut agir sur l'hyperglycémie basale et c'est plutôt les sulfonylurées qu'il faut utiliser. Si par contre vous avez une hémoglobine glyquée inférieure à 8% et une glycémie en fin d'après-midi inférieure à 8 millimoles par litre, à ce moment-là, il vaut mieux que vous choisissiez les médicaments qui sont ici. Alors ici, attendez, j'arrive pas à cibler. Ah, c'est pénible ce truc. Ici. Soit les inhibiteurs de la DPP4 ou les inhibiteurs du SGLT2 ou les analogues du GLP-1 qui, je vous l'ai dit, ne sont pas à risque d'hypoglycémie. Donc, si le risque d'hypoglycémie est élevé, vous choisissez plutôt les médicaments qui sont dans la case verte. Et si par contre il y a risque d'hypoglycémie, à ce moment-là, il faut éviter les sulfonylurées. Quand vous êtes en échec des ADO ou en échec des analogues du GLP-1, c'est une autre étape. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez comme choix? Vous avez toujours le même schéma. Le poids, la glycémie de fin d'après-midi, l'hémoglobine glyquée et le risque d'hypoglycémie. Si votre sujet a un poids élevé, il faut savoir que l'insuline fait prendre du poids. Donc il vaut mieux éviter l'insuline et il vaut mieux utiliser les analogues du GLP-1 en vert en bas. Si par contre le poids est normal, on peut utiliser l'insulothérapie. Si l'hémoglobine glyquée est élevée supérieure à 8%, si la glycémie de fin d'après-midi est supérieure à 8 millimoles par litre, ce n'est pas avec un analogue du GLP-1 que vous arriverez à ramener l'hémoglobine glyquée de votre malade en dessous de 7%. Donc à ce moment-là, il vaut mieux utiliser l'insulothérapie qui est en rouge. Enfin, s'il y a le risque d'hypoglycémie, il est certain qu'il vaut mieux utiliser les analogues du GLP-1 puisqu'ils ne sont pas à risque d'hypoglycémie et éviter autant que possible l'insulothérapie. Donc vous voyez que la décision est toujours basée sur ces quatre critères. Enfin, dernière étape, l'échec de l'insulothérapie basale, supposez que vous ayez mis une insulothérapie basale, à ce moment-là, quel est votre choix? Il est représenté ici. Soit vous allez faire une bithérapie, j'arrive pas à centrer,
vous allez faire une bithérapie en associant un analogue du GLP-1 avec l'insulothérapie basale, soit faire tout simplement un schéma tel qu'on les pratique dans les diabètes de type 1, c'est-à-dire un schéma de type basal-bolus. Comment allez-vous faire votre choix? Toujours selon le même critère, le poids. Si le poids est élevé, vous allez plutôt choisir l'association analogue du GLP-1 plus insulothérapie basale. Si par contre le poids est normal, à ce moment-là, il n'y a pas trop de problème, vous allez pouvoir proposer une insulothérapie intensifiée. Si l'hémoglobine glyquée est élevée, on s'oriente plutôt vers une insulothérapie intensifiée. Si l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7 à 8%, on s'oriente plutôt vers une association analogue du GLP-1 à insulothérapie basale. S'il y a un risque d'hypoglycémie élevé, c'est également la solution verte, association analogue du GLP-1 plus insulothérapie basale qui est préférable. Par contre, s'il y a un risque d'hypoglycémie faible ou modérément augmenté, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'insulothérapie intensifiée. Les conclusions générales de la chose, c'est ma dernière diapositive, c'est que je vous ai proposé des schémas thérapeutiques, l'American Diabetes Association vous a proposé également des solutions. Le problème, c'est qu'en médecine et en diabétologie, nous ne sommes pas dans le domaine de la logique formelle des mathématiciens. En logique formelle, c'est simple. Si vous avez deux propositions, une qui est vraie, automatiquement, la proposition inverse est fausse. Eh bien, en médecine et en diabétologie, le problème, c'est que quand vous avez une proposition qui vous semble vraie, elle n'est pas forcément fausse, et vice-versa. Quand vous avez une solution qui vous semble fausse, elle n'est pas forcément, c'est pas la proposition inverse qui est forcément vraie. Donc nous sommes en permanence en train de naviguer et d'essayer de trouver des compromis. Et ça veut dire par conséquent qu'il n'y a pas de solution idéale et que tout le monde peut éventuellement moduler la thérapeutique en fonction du phénotype du patient et en fonction de son patient diabétique et surtout de ce qu'il accepte. Voilà, je vous remercie.